Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Le cadre conceptuel général d'une relation éducation et territoire en tension, Pierre Champollion. Historique du questionnement. On sait aujourd'hui, par les recherches conduites dans de nombreux pays depuis essentiellement la moitié du XXe siècle, que différentes contextualisations sociales, culturelles, politiques, économiques, institutionnelles et territoriales sont susceptibles d'impacter l'éducatif et par voie de conséquence, de générer des caractéristiques scolaires spécifiques qui méritent à minima d'être prises en compte, tant dans l'apprentissage et l'enseignement que dans la formation des enseignants et l'organisation de l'école. Les débats épisodiques souvent générateurs de tensions et de controverses, toujours limités en termes de conséquences, sur la nécessité d'adapter l'école au monde, rural et montagnard en l'occurrence, ont même pu être ici ou là organisés, ainsi qu'en ont par exemple témoigné la tenue en France du congrès de L'. École rurale de Rouen en 1925, Moll 2020, ainsi que plus tard et toujours en France, les articles 10 et 11 de la première loi montagne de 1985 qui ont demandé que l'école, au sens large, s'adapte au contexte particulier de la montagne. Les effets des contextualisations sociales sur les performances scolaires, notamment, qui ont été mis en évidence les premiers, Bourdieu et Passeron, 1964-1970, sont aussi ceux qui pèsent globalement le plus sur la réussite des élèves. Ils expliquent ainsi à eux seuls près de la moitié de la variance de la réussite liée aux différentes contextualisations des élèves dans la zone de montagne française. Mais d'autres effets ont été repérés ultérieurement. Pensons aux effets établissements, Bressou, 1994, par exemple. Au sein de toutes ces différentes contextualisations, les effets des divers contextes territoriaux sur l'école au sens large, qui ont été historiquement les plus tardivement étudiés, sont aujourd'hui encore les moins connus, même si un certain nombre d'études pertinentes en cette matière jalonnent quand même la toute fin du XXe siècle et le début du XXIe, Catry et al., 1997, Van Zanten 2001, Abos 2007, Ardré et al., 2009, Aouti 2014, Bois 2014, Duarte et al., 2015, Barthes Champollion et Alpes 2017, entre autres. Rappelons ici rapidement que l'idée que la localisation est vraiment importante, pour percevoir des processus éducatifs invisibles autrement, par exemple, n'a cependant été encore que rarement théorisée par la recherche en éducation et en formation. La plupart des études sur l'efficacité de l'école sont encore aujourd'hui trop souvent réalisées sans tenir compte du contexte local, Ray, 2007. La thématique générale, éducation et territoire, qui s'est fondée sur l'étude des rapports complexes qui se nouent entre l'école et son territoire, notamment rural, ne s'est en effet véritablement construite au sein des sciences de l'éducation et de la formation qu'à l'orée des décennies 1980, Chariot 1994, et surtout, des suivantes, Feu et Solaire 2002, Grelet 2004, etc., comme on peut le voir en examinant dans le détail les dates des publications indiquées à la fin du paragraphe précédent. Ce qui n'empêche pas la notion de contexte, ici donc territorial, qui est pourtant non seulement utile, mais encore indispensable aux sciences humaines et sociales, d'être encore aujourd'hui paradoxalement à minima négligée. Arrighi 2004, Lahire 2012, voire contestée, même si la tendance commence à s'inverser un peu depuis 4 ou 5 ans environ. Champollion 2019. Au-delà des tensions fondatrices de cet environnement scientifique lié aux différentes contextualisations de l'éducation, environnement qui ne s'est donc pas toujours montré très ouvert à ce type d'analyse, il a néanmoins pu être progressivement établi dans les années 2000 que le territoire était susceptible qualité, non seulement de peser de l'extérieur comme on le disait antérieurement sur les différentes dimensions de L', éducation, apprentissage, enseignement et formes scolaires compris, Bois, Champollion et Duarte, 2015, comme sur l'identité professionnelle des enseignants, Rothenburger 2016, et les représentations des élèves, Champollion et Rothenburger 2019, ou mieux encore pour l'exprimer plus précisément comme on le fait aujourd'hui de les nourrir de l'intérieur, mais aussi d'être ou de se vouloir un acteur éducatif de plein exercice, Pifto 2010, susceptible dans certains cas de peser sur les curricula, Barthes et Champollion 2012. Il a pu même être montré dans cette perspective que le territoire pouvait ainsi parfois aller, toujours qualité, jusqu'à influer sur les trajectoires scolaires de façon globale, systémique,
via un effet de territoire, comme c'est le cas dans certains territoires ruraux montagnards français qui ont été plus particulièrement observés sous ces angles, Champollion 2013. État de l'art et cadre conceptuel général, inégalité d'éducation et territoire-territorialité. Inégalité éducative, scolaire et d'orientation. Les inégalités sociales induisent et produisent de façon globale, la part majoritaire, comme on l'a vu, des inégalités d'éducation. De manière significative, elles font notamment le lit d'inégalités particulières liées à la scolarité et à l'orientation. Qu'en est-il plus précisément de ces trois grands types d'inégalités, éducatives, scolaires et d'orientation, qui sont à l'œuvre dans le champ éducatif ? Les inégalités scolaires s'inscrivent généralement dans les inégalités d'éducation, qui apparaissent effectivement plus larges que les premières citées, alors que ces dernières, les inégalités d'éducation, vont corrélativement au-delà des seules performances scolaires disciplinaires. Elles incluent par exemple l'apprentissage des codes éducatifs qui facilitent l'orientation des élèves et des codes sociaux qui favorisent leur insertion professionnelle. En entrant un peu plus avant dans la différenciation de ces trois types d'inégalités, on s'aperçoit que les inégalités d'orientation, idées de carrière scolaire, sont davantage marquées par le social que les inégalités scolaires proprement dites, ce que Gauthier, 2011, dans le droit fil des travaux antérieurs de Boudon, 1973, qui avait mis l'accent, lui, sur la persistance de la dimension individuelle au sein de la dimension sociale, a rappelé avec force. Car les choix d'orientation s'appuient sur les niveaux d'aspiration, souvent maladroitement traduits par ambition, et les niveaux d'expectation, ou attente, des élèves et de leurs familles qui sont à la fois directement et indirectement alimentés par les habitus de groupe et de classe. À niveau scolaire égal, par exemple, les élèves issus de milieux favorisés élaborent des projets d'orientation plus longs et plus généraux et surtout, plus sélectifs, qui les conduiront en règle générale à des emplois plus prestigieux et plus rémunérateurs que les élèves d'extraction sociale plus modeste, Durubella et Minga, 1998. En caricaturant, on pourrait dire que les premiers cités aspirent à réussir tandis que les seconds nommés s'attendent à échouer. Indépendamment de ce qui leur est transmis par leurs parents de façon impalpable, les élèves issus de milieux moins favorisés ne peuvent en effet pas, par exemple, être aidés à la maison dans leurs leçons et leurs devoirs autant que les autres. Mais plus précisément, quelles sont les différentes dimensions territoriales qui sont susceptibles de peser sur l'éducation, la scolarité et l'orientation des élèves, soit directement, soit via la pédagogie, la didactique et l'organisation de l'école ? Territoire et territorialité, des concepts liés encore trop discrets en matière éducative. La forte diversité contextuelle nous invite à analyser de façon territorialement différenciée, y compris comparativement, notamment entre rural et urbain mais pas uniquement, l'apprentissage-enseignement en termes de méthodologie, de didactique, de pédagogie, de processus cognitifs, de performance scolaire, etc. Dans certains pays et ou territoires, l'éducation peut prendre des formes similaires partout, que les territoires dans lesquels l'école s'insère soient urbains, ruraux, montagnards, etc. Dans d'autres cas, l'éducation peut se développer selon des formes spécifiques, plus ou moins adaptées aux besoins des territoires qui les entourent et des publics qu'ils scolarisent, notamment en Europe du Sud pour nous en tenir aux territoires investigués dont les enquêtes sous-tendent cet ouvrage. Rappelons d'abord à cet endroit que lorsqu'on parle de territoire, l'idée est du construit humain, que celui-ci est manifestement, il paraît indispensable, en reprenant la différenciation établie par le sociologue Bernard Lahire dans son séminaire lyonnais des années 1990, de préciser si l'on parle du territoire prescrit ou institutionnel, qui structure administrativement et politiquement notamment l'espace, ou bien du territoire vécu, ou des actions, qui est le support spatial principal du jeu des acteurs locaux, ou bien encore du territoire rêvé ou symbolique que l'on porte généralement dans sa tête, y compris de sa dimension intériorisée, Champollion 2013 dont on n'a pas toujours totalement conscience. Mais est-ce vraiment le territoire global, toutes dimensions confondues, qui impacte en premier lieu l'école, ses élèves et ses enseignants, ou bien n'est-ce pas plus particulièrement son volet plus symbolique, c'est-à-dire grosso modo la territorialité, qui à la fois consciemment et inconsciemment façonne notamment les parcours des uns et des autres ?
La territorialité correspond essentiellement à la dimension symbolique générale du territoire, Sac, 1986, Lebert, 1992, Bozonnet, 1992, Bernet, 1995, Caillouette, 2007, Alduy, 2008, B. de Barbieux, 2008, Vanier, 2009, etc., Q', avait donc introduite à la fin des années 1990, en parlant de territoires rêvés, ou symboliques, à côté des territoires respectivement prescrits et vécus, le chercheur Bernard Lahire déjà cité. Il est aussi possible, dans certains cas, de rapprocher la notion territorialité rurale de celle de culture rurale, Ardré et al., 2009. Territoire et territorialité, on le voit, sont donc deux concepts intrinsèquement liés même s'ils restent encore trop peu intégrés, le second surtout à la thématique éducative et d'abord scolaire. Le territoire serait ainsi, selon l'efficace mot de Martin Vanier 2009, une territorialité activée. Organisation interne de l'ouvrage. Les différents chapitres de l'ouvrage sont divisés en trois grandes parties. Soit, revêtant la forme de monographie liée à un pays ou à un type de territoire, y compris via des approches régionales, ils mettent en évidence une relation éducation et territoire, en tension au travers de différentes perspectives, anthropologiques, éducatives ou sociologiques, soit ensuite, abordant en termes d'organisation, d'enseignement, d'apprentissage, etc., la caractérisation d'un type d'apostrophe. École dans un territoire, caractérisation liée à leurs interactions potentielles souvent multiples et toujours complexes, et ceci de façon globale comme sectorielle. Ils font un sort aux pratiques et aux politiques éducatives qui se territorialisent, nationalement comme régionalement, soit, enfin, ils développent des comparaisons éducatives entre différents types de territoires, rural-urbain par exemple, et ou entre pays. À chaque fois, les différents chapitres sont adossés à des investigations scientifiques récentes issues d'enquêtes empiriques dont ils rendent compte. Ces trois parties, qui seront présentées de façon plus détaillée dans les introductions ouvrant chaque partie, traitent ainsi successivement de différentes approches anthropologiques, géographiques et sociologiques régionales, nationales et internationales de l'éducation. La première partie, en prenant souvent des perspectives originales, fait un tour sur le plan international des approches anthropologiques et, ou socio-spatiales de l'éducation dans différents territoires nationaux. Sont ainsi analysés les rapports entre éducation et territoire en Espagne, en France et au Portugal. Mais nombre des auteurs des chapitres de la première partie de l'ouvrage vont plus loin dans leurs analyses en ciblant par exemple un type de territoire spécifique, ruralité, montagne, ou bien encore un niveau scolaire particulier, primaire, secondaire L, ou bien enfin une dimension de la territorialité étudiée, relations intergénérationnelles. La deuxième partie, ensuite, aborde elle plus particulièrement la territorialisation des analyses éducatives qui se développent généralement à partir d'approches nationales et régionales. Dans ce cadre, elle s'intéresse à différents pays sud-européens, l'Espagne, la France, la Grèce et le Portugal. Mais une fois de plus, les auteurs de cette deuxième partie ne se contentent pas de mettre en évidence les traits généraux relatifs au territoire de leurs investigations. Ils décortiquent par leurs analyses telle ou telle caractéristique de l'éducation sur ces territoires. Sont ainsi explorés, toujours dans leur lien avec leur territoire, l'enseignement-apprentissage, les classes multigrades, l'école inclusive, l'orientation des élèves, la socialisation juvénile et l'enseignement de l'éducation au développement durable. La troisième partie, enfin, traite essentiellement des comparaisons rural-urbain en se focalisant sur deux éclairages nationaux significatifs. Elle se focalise pour ce faire, d'une part, sur l'analyse comparative ville-campagne des représentations scolaires et territoriales des élèves, et de leurs évolutions en cours, dans la France d'aujourd'hui, et d'autre part, également de façon comparative, sur l'analyse des activités artistiques développées par les élèves ruraux et urbains au Portugal. C'est dans ce cadre thématique général que les trois enseignants et chercheurs co-coordonnateurs de cet ouvrage, Antonio Manuel Duarte, Université de Lisbonne, Portugal, José Bois-Thomas, Université de Barcelone, Espagne, et Pierre Champollion, Université de Lyon 2, France, intitulé Enseignement et apprentissage en tension dans des territoires ruraux, montagnards et urbains Europe du Sud ont conçu dans une perspective anthropologique cette synthèse scientifique sur les tensions innervant la thématique,
éducation, territoire et territorialité. Dans les milieux ruraux et montagnards sud-européens fondés sur les recherches les plus récentes ayant contribué au débat contemporain relatif aux approches éducatives territorialisées, avec différenciation rurale-urbain notamment, tant primaire que secondaire, instruction, éducation, orientation, formation, insertion, développée à partir de travaux tant nationaux qu'internationaux. Références bibliographiques. ABOS, p. 2007, La Escuela Rural y sus condiciones tiene implicaciones en la formación del profesorado. Ola Abierta, vol. Volume 35, numéro 1 à 2, pag. 83-90. Alduy, J. 2008. Au-delà du territoire, la territorialité? Géodoc numéro 55, pp 35 à 42. Arrighi, J. 2004. Les jeunes dans l'espace rural, une entrée précoce sur le marché du travail ou une migration probable. Formation-emploi, numéro 87. Auti Oiri Beyamer, EK 2014. School Closure in Rural Finnish Communities. Journal of Research in Rural Education 29 1 1-17. Barthes A. Esperluette Champollion p. 2012. Éducation au développement durable et territoires ruraux. Problématique, projet de territoire et réduction fonctionnelle de l'enseignement. Education relative à l'environnement, regard. Recherche. Réflexion numéro 10, Québec, pp 36 à 51. Barthes A. Champollion p. Esperluette Alpes Y. dir. 2017. Permanence et évolution des relations complexes entre éducation et territoire. Série Éducation. Long-Rist. Bois Thomas, R. 2014. La Escuela Rural en la dimension territoriale. Innovación Educativa, numéro 24, pp 89 à 97. Bois, R. Champollion p. Esperluette Duarte A. coord. 2015. Territorial Specificities of Teaching and Learning. Sisyphus, Journal of Education. Boudon, R. 1973. L'inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés industrielles. Armand Collin. Bourdieu p. Esperluette Passeron J.C. 1970. La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris, Editions de minuit. Bourdieu p. Esperluette Passeron J.C. 1964. Les héritiers. Paris, Editions de minuit. Bozonnet J.P. 1992. Des monts et des mythes. L'imaginaire social de la montagne. Grenoble, Pug. Bressou p. 1994. Les recherches sur les effets écoles et les effets maîtres. Revue française de pédagogie, numéro 108, page 91 à 137. Caillouette, J. et al. 2007. Territorialité, action publique et développement des communautés. Économie et solidarité 38 1, pp 9 à 23. Champollion p. dir. 2019. Territorialité et éducation, tendance et nécessité. Long-Rist. Sous-presse. Champollion p. 2013. Les inégalités d'éducation et d'orientation, d'origine territoriale. Collection Crise et anthropologie de la relation. Paris l'Harmattan. Chariot B. 1994. L'école et le territoire, nouveaux espaces, nouveaux enjeux. Paris Colin, 223 p. De Barbieux B. 2008. Construits identitaires et imaginaires de la territorialité. Variations autour de la figure du montagnard. Annales géographiques, 660 à 661, pp 90 à 115. Duarte A. M. Cabrito B. Figueira, AI Esperluette Monge, J. 2015. Teaching Practices for Passive and Active Learning in Rural and Urban Elementary Teachers. Sisyphus, Educational Science Journal 3.2, 134 à 154. https://revistas.rcaap.pt/article/view/7891. Durubella, Monsieur Esperluette Minga, A. 1998. Le déroulement de la scolarité, le contexte fait des différences. Revue française de sociologie numéro 29, 649 à 666. Ferrier J.P. 1998.
Le contrat géographique ou l'habitation durable des territoires. Lausanne Payot. Feu J. Esperluette solaire J 2002. Mais sans la de l'escola rurale. Capa un modèle intégral y integrador de l'éducation en el territori. Temps d'éducation numéro 26, pp 133 à 156. Frémont A 1976. La région espace vécu. Paris PUF 223 p. Gauthier J 2011. En quoi l'école est-elle inégalitaire? Scolé numéro 12. Grelet Y 2004. La reproduction sociale s'inscrit dans le territoire. Formation emploi, numéro 87. Paris, la documentation française. Ardré, Pagel, Sullivan, DW, Esperluette Crosson, HM 2009. Student Characteristics and Motivation in Rural High Schools. Journal of Research in Rural Education 24-16. Téléchargé à 15-6-2011 de http://jrre.psu.edu/article/24-16.pdf. Catherine Riley KW Esperluette Kane MB 1997. Students at Risk in Poor Rural Areas, a Review of the Research. Journal of Research in Rural Education 13-2, 79 à 100. Lahire B 2012. Monde pluriel. Penser l'unité des sciences sociales. Paris Seuil Col. La couleur des idées, 394 p. Lebert Monsieur 1992. Territoire. In Bahia Ferraer Esperluette Pumain Dédire. Encyclopédie de géographie. Paris, Economica. Merton RK 1949. Social Theory and Social Structure. New York The Free Press. Moll, F. Une école pour les territoires ruraux? Négociation et accommodement au congrès de l'école rurale, 1925. In Champollion. P. Dire. 2020. Territorialisation de l'éducation. Tendance ou nécessité. Longrist. Rothenburger C 2016. Vers la territorialisation de l'identité professionnelle. Le cas d'enseignants ruraux en France, Espagne, Chili et Uruguay. Collection Crise et anthropologie de la relation. Paris L'Harmattan. Pifto V 2010. Territoire formation développement. Un triptyque à revisiter par temps changeant, développement des territoires et formation 2. Revue éducation permanente, 185-2010-4. SAC, RD 1986. Human Territoriality. Cambridge, University Press. Vanier Monsieur 2009. Territoire, territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives. Rennes Pur. Von Zanten A 2001. L'école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue. Paris PUF. Partie 1. Une relation éducation et territoire en tension. Perspectives anthropologiques, éducatives, géographiques et sociologiques, Pierre Champollion. Introduction de la partie 1. La première partie plante le décor scientifique des rapports complexes et souvent tendus entre éducation et territoire à partir d'approches anthropologiques, sociologiques, sociopolitiques et sociospatiales dans 3 territoires nationaux différents, en Espagne, en France et au Portugal. Mais, au-delà du contexte national de leurs analyses respectives, les 4 chapitres de cette partie 1 ciblent chacun un type de territoire ou de territorialité spécifique, ruralité isolée et de moyenne montagne, ou bien encore un niveau scolaire particulier, école primaire ici, secondaire 1 ou collège en France là, ou bien enfin une dimension particulière de la territorialité étudiée, relations intergénérationnelles. Pascual Rubio et Pilar Abos, tous 2 chercheurs en éducation à la faculté des sciences sociales et humaines de l'Université de Saragosse Aragon, mettent en évidence dans un premier chapitre à l'intitulé évocateur « École et territoire en Espagne », un tandem en équilibre instable, les tensions qui se développent entre des besoins éducatifs qui perdurent, voire qui s'accroissent, à effectifs donnés, en raison de l'isolement croissant des structures scolaires et des territoires qui se dépeuplent apparemment inexorablement. À quoi s'ajoutent les éventuelles contraintes des spécificités politiques d'une Espagne constituée de nombreuses communautés territoriales, au degré d'autonomie variable,
dont les dévolutions administratives ne sont pas identiques. Après cette entrée en matière qui cible les tensions sous-tendant les rapports parfois conflictuels entre éducation et territoire, Pierre Champollion, chercheur en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire Education, Culture, Politique de l'Université de Lyon 2 et de Saint-Étienne, analyse dans le chapitre 2 le caractère très discret et pour tout dire parfois quasiment invisible, ou plutôt non regardé, de la relation entre orientation scolaire et la dimension symbolique du territoire, ou territorialité, à partir de l'exemple de la zone de moyenne montagne française au sein d'un chapitre qui a pour titre, lui aussi très transparent, Orientation et territorialité en France, une relation trop discrète ? Ensuite, dans le chapitre 3 de cette première partie, Abilio Amiguinho, chercheur à l'Université de Lisbonne, aborde sous l'angle anthropologique un pan tout à fait original de la territorialité rurale. Il approche pour ce faire le contexte rural comme un creuset social et éducatif de la réhabilitation de relations intergénérationnelles qui se distendent souvent très largement aujourd'hui dans notre monde émietté et mobile, notamment dans d'autres contextualisations territoriales de type urbain, le social et l'éducation dans la réhabilitation des relations intergénérationnelles, le contexte rural comme creuset. Enfin, 3 chercheurs en géographie humaine, du laboratoire Espace et Société, ESO de l'Université de Caen, Patrice Carreau, Alcé Nignard et Jean-François Thémine, closent cette partie 1 en déroulant sous nos yeux une fresque scientifique socio-spatiale, dotée de nombreuses iconographies didactiques, qui est ancrée sur des enquêtes de terrain situées le long de la façade ouest de la France, Académie de Bordeaux, Caen et Rennes, qui souligne entre autres abondamment Importance de la dimension spatiale des inégalités socio-éducatives nouvellement mises au jour au début de ce siècle, Champollion, 2013-2019, dans un chapitre 4 éponyme. Références bibliographiques. Champollion, p. 2013. Les inégalités d'éducation et d'orientation, d'origine territoriale. Collection Crise et anthropologie de la relation. Paris L'Harmattan. Champollion, p. 2019. Inégalité d'orientation et territorialité. L'exemple de l'école rurale montagnarde. Contribution au rapport CNESCO. Justice à l'école et territoire. Paris CNESCO. 43 p. Disponible sur le site du CNESCO, http://www.cnesco.fr. Chapitre 1 Territoire et école en Espagne, un tandem en équilibre instable. Pascual Rubio Terrado, groupe de recherche Groupe d'études en aménagement du territoire JO, Université de Saragosse, pasrubio@unisar.es. Pilar Abos Olivares, groupe de recherche Education et Diversité, EDI, Université de Saragosse, pabo@unisar.es. Résumé. Le travail part de l'hypothèse que les caractéristiques du territoire influencent à la fois l'offre éducative et le modèle scolaire mis en œuvre par l'administration éducative, ainsi que sa répartition territoriale. Il repose sur l'idée que le modèle scolaire, y compris sa présence comme service public, est en tant que variable dépendante un bon indicateur des caractéristiques démographiques et socio-économiques du territoire qui, elles, constituent les variables indépendantes. L'analyse montre que la population résidente, son rapport au territoire, sa structure par âge et sa répartition spatiale, sont les variables contextuelles qui expliquent le plus la dimension territoriale de l'école rurale espagnole. Introduction. Dans son sens commun, le territoire est un fragment de la surface terrestre sur lequel le groupe humain qui l'habite projette ses structures et ses normes de division, de gestion et d'ordonnancement de l'espace, ainsi que ses valeurs, ses codes esthétiques, en somme sa culture et ses modes de vie. Il est également possible de le comprendre comme un ensemble de liens entre des entités naturelles et anthropiques, qui sont à l'origine d'une organisation qui gravite autour d'un groupe humain, agent de base qui construit les connexions entre les deux entités et entre les composantes de chacune d'elles de manière récursive, d'où le dynamisme spatio-temporel propre au territoire. Voir figure 1. Figure 1. Le territoire comme système complexe, composantes et relations. Source Rubio 2018. Chaque territoire constitue un système complexe et se résout en une structure qui crée un modèle, perceptible sous la forme du paysage et de la culture territoriale. De même,
Son activité découle à la fois de ses relations avec l'environnement, autres territoires, et de celles établies entre ses composantes internes, ou blocs constitutifs du capital territorial. Il est nécessaire d'apporter quelques précisions quant à ces relations. Tout d'abord, elles forment des réseaux circulaires d'interaction réciproque entre divers éléments, d'où la difficulté de déterminer où se trouve le début et où la fin du réseau de connexion. Deuxièmement, il existe de multiples réseaux reliés par des éléments communs à deux ou plusieurs composantes. Cela permet d'exporter facilement tout changement qu'un élément d'une composante peut subir vers le reste des composantes du système territorial. Et troisièmement, les relations entre les composantes du système et entre le système et son environnement sont non linéaires. Autrement dit, dans les mécanismes de connexion entre les composantes et les éléments, les rapports de cause à effet ne sont pas toujours proportionnels, à tel point que de petites modifications de certaines composantes et ou éléments du système peuvent entraîner une grande modification de l'un ou plusieurs d'entre eux, voire de l'état du système, lorsque les mécanismes de rétroaction positive amplificateurs des changements prédominent et à l'inverse, lorsque les négatifs prédominent. Le concept de capital territorial fait référence aux différentes dimensions constitutives du territoire qui, selon Farrell et Thirion 2001, sont regroupées en 8 grandes composantes. Ressources physiques, culture et identité, ressources humaines, savoir-faire et compétences, institutions et administrations locales, activités et entreprises, marchés et relations extérieures, images et perception du territoire. Chacune d'entre elles est composée de ses propres éléments et fonctionne comme un système complexe à plus petite échelle. Par conséquent, le territoire est un système de systèmes complexes. Figure 2. Le territoire comme système de systèmes complexes, population et école. Source interne. L'école fait partie de ces systèmes complexes qui entretiennent des relations intenses avec les ressources humaines, voir figure 2. Des facteurs tels que le nombre d'habitants sur un territoire, leur répartition dans le système d'établissement, leur structure d'âge et leurs équilibres biologiques et migratoires ont tous une influence significative sur les décisions de l'administration de l'éducation nationale espagnole concernant la scolarisation et l'ouverture-fermeture des écoles, et par conséquent sur les ressources nécessaires au fonctionnement de École, Ministerio de Education y Formation Professional de 019A, page 35. Dans ce travail, nous assimilons l'école à une organisation ou un établissement scolaire qui comprend les étapes de l'éducation de la petite enfance, de 0 à 6 ans, CITE 0, et de l'enseignement primaire, de 6 à 11 ans, CITE 1. Cependant, dans le cas d'établissements dont les classes sont réparties dans différentes localités d'un territoire normalement supramunicipal, nous utilisons également ce terme comme synonyme de bâtiment d'enseignement qui, composé une ou plusieurs unités, se trouvent dans chaque localité. Bien que les composantes génériques du territoire soient toujours les mêmes, leurs caractéristiques particulières diffèrent de l'un à l'autre et d'une partie du même territoire à l'autre. Les déséquilibres, au sens de différences inter- et intraterritoriales, motivées par des facteurs historiques, politiques, sociaux, économiques et environnementaux, sont un signe consubstantiel à cette entité. Mais les déséquilibres ne sont pas indépendants de l'échelle, au point qu'un déséquilibre se manifestant au niveau local peut ne pas exister sur le plan régional, et vice-versa. En outre, à l'échelle municipale, les déséquilibres, par exemple, ceux qui découlent de la disponibilité ou non d'un établissement scolaire, deviennent plus explicites qu'à l'échelle régionale, simplement parce qu'à cette grande échelle, les différences entre certaines zones et d'autres du système tendent à être compensées et les caractéristiques locales des variables sont incluses dans les valeurs moyennes totales et ou régionales. En d'autres termes, l'échelle locale, petite parce qu'elle est la plus proche de la réalité, est celle où les demandes sociales sont les plus explicites et où la relation entre les demandes et les caractéristiques du territoire est la plus grande. En revanche, l'échelle régionale homogénéise une réalité locale toujours hétérogène. Cette question est importante car, étant donné la nature territorialisée du service scolaire, bien que la distribution, les installations et les équipements opérationnels de l'école soient planifiés au niveau régional, son impact sur les citoyens en général et les écoliers en particulier se produit au niveau local, ce qui implique d'exercer un équilibre qui n'est pas toujours facile à maintenir. Ainsi, l'échelle locale est celle qui représente le plus grand intérêt si l'on souhaite connaître la dimension territoriale de l'école. Cependant,
À cette échelle et pour toutes les municipalités du pays, les sources statistiques disponibles concernant les variables ayant la plus grande signification territoriale sont insuffisantes, nombre d'établissements, d'unités groupes, d'élèves et d'enseignants, ce qui représente un sérieux handicap pour atteindre cet objectif. Compte tenu de cela, territorialiser la réalité scolaire espagnole à cette échelle est une tâche presque impossible, ce qui n'est pas le cas à l'échelle régionale et provinciale qui pour cette raison, sont celles sur lesquelles va porter notre réflexion. Cependant, nous utiliserons également 3 catégories de synthèse dérivées de la taille de la population des municipalités, territoire rural, formé par les municipalités ayant une population jusqu'à 2000 habitants, intermédiaire entre 2001 et 10 000 et urbain avec plus de 10 000. L'analyse de l'école dans sa dimension territoriale est également influencée par d'autres facteurs. En premier lieu, la diversité des établissements est considérée en fonction des niveaux d'études proposés. On peut citer notamment les établissements qui offrent uniquement l'éducation de la petite enfance, ceux qui dispensent l'éducation de la petite enfance et l'enseignement primaire ou ceux qui, en plus des niveaux susmentionnés, offrent d'autres niveaux d'enseignement préuniversitaire. En second lieu, il convient de prendre en compte les modèles d'organisation administrative des établissements, les établissements ruraux regroupés, CRA, École d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire, CEIP, Établissement public intégré, CPI, École d'éducation de la petite enfance, EEI ou École d'enseignement primaire, EEP, entre autres. À partir des prémices précédentes, en prenant comme référence l'année scolaire 2016 à 2017, notre objectif général de recherche est de territorialiser les liens entre la population et l'école en Espagne, en particulier ceux de nature rurale. Pour ce faire, nous commencerons par une réflexion sur la condition de l'école en tant que service public. Dans les sections suivantes, nous analyserons la dimension territoriale de l'école elle-même, en tenant compte de la répartition spatiale des établissements, des élèves et des enseignants et de la manière dont l'école s'est adaptée à la baisse de la population que de nombreux territoires ruraux ont connue. Nous terminerons par une réflexion sur l'avenir des écoles rurales. L'école comme service public fondamental. Dans une économie de marché, le prestataire de tout service vise à atteindre un équilibre raisonnable entre les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'activité, et le nombre d'utilisateurs dont il veut satisfaire les besoins et les demandes. En d'autres termes, réaliser une économie d'échelle qui maximise le bénéfice potentiel lié à la réalisation de l'objectif global du service grâce à l'existence d'un rendement suffisant par rapport à la prestation de celui-ci. Ce rendement sera économique dans le cas des services privés, ce qui garantira la continuité de leurs prestations. Dans le cas des services publics fondamentaux, nommés SPF, ce rendement sera de nature essentiellement socio-territoriale, car l'amélioration de la qualité de vie de la population, résultant du fait que les besoins sociaux et personnels qui justifient le service sont satisfaits, la justice sociale, comprise comme l'égalité d'accès aux services et équipements essentiels, et l'équité territoriale, conçue comme l'égalité des chances dans l'accès aux services indépendamment du lieu de résidence de l'utilisateur, constituent les clés de voûte du discours qui justifie la décision sur le lieu à partir duquel il est fourni. Cependant, l'offre des SPF, essentiellement sociaux, éducatifs et sanitaires, est initialement motivée par l'existence d'une demande suffisante émanant de la population résidant sur le territoire qui, une fois satisfaite, assurera les rendements escomptés. En fait, cela signifie qu'il faut tenir compte de l'adéquation entre le profil démographique des personnes qui bénéficieront du service et sa répartition dans l'espace avec le type de service en question. En outre, cela conduit à constater une corrélation élevée et positive entre la taille démographique des foyers de peuplement, la densité de population et les dotations de SPF. Les relations entre ces variables peuvent devenir un facteur limitant pour l'installation de SPF dans les zones peu peuplées. Dans ces zones, la masse critique humaine disponible réduite, généralement associée à une faible densité de population, explique la faible demande absolue qui peut exister. Leur disparition est également justifiée lorsque le seuil minimal de population permettant de garantir l'efficacité des rendements n'est pas atteint, un aspect extrêmement complexe à quantifier en raison de la difficulté de valoriser une production, la production publique, qui présente de nombreux aspects immatériels, en tenant compte des coûts de leurs prestations.
Cela dit, en règle générale, même si une économie d'échelle insuffisante est susceptible de compromettre la viabilité des SPF, l'opportunité liée à la disponibilité des services à proximité du lieu de résidence d'un groupe humain privilégie généralement le principe d'équité sociale comme argument fondamental pour décider de leur mise en œuvre et/ou de leur maintien. Nous sommes d'accord avec Pérez, Cuccarella et Hernandez 2015, lorsqu'ils soulignent que tout service public est un proceso transformador que emplea distintos recursos imput financieros, humanos y material, para producir multiples outputs, servicios educativos, sanitarios, de transport, transferencias de renta a parado, pensionista o dependiente, etc. De estas actividades derivan impacto que constituyen los resultados final, outcome de la actuaciones publicas en la sociedad, mejora en la salud y en la formación, protección frente al desempleo, etc. Page 16. En ce qui concerne plus particulièrement la prestation de services éducatifs en Espagne, qui relève de la responsabilité des communautés autonomes, les gouvernements régionaux sont tenus de garantir la disponibilité d'établissements publics pour l'éducation de base obligatoire des citoyens. L'accès à cette ressource, dans la mesure où elle garantit le plein épanouissement de la personne, il ne faut pas oublier que l'éducation a une influence positive sur les individus lorsqu'il s'agit de progresser dans la pyramide des besoins de Maslow, constitue un droit positif énoncé dans le texte constitutionnel, article 27. Il est donc entendu que le service scolaire doit être fourni de manière universelle et à un endroit suffisamment accessible depuis le lieu de résidence des demandeurs potentiels. Ces idées alimentent le caractère social attribué à l'offre d'établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. Elles justifient leur présence dans presque toutes les parties du territoire, ce qui contribue à l'égalité, comme indiqué ci-dessus, et permettent de comprendre les différents modèles de scolarisation en fonction des caractéristiques de la population du territoire où elles se trouvent. De même, elles servent à expliquer pourquoi et comment le processus d'adaptation vécu par l'école ou la réduction de la demande ne justifie pas le maintien d'un établissement scolaire tel qu'on l'imagine habituellement. Classe regroupée par niveau avec des enfants d'âge similaire inscrits dans la même classe et avec un enseignant par niveau classe ou classe unitaire dans lesquelles un enseignant s'occupe d'enfants de différents niveaux, mais où coïncident toujours les concepts d'école, d'établissement et de lieu. Elles expliquent également la raison de la concentration des établissements privés, sous contrat ou non, dans les foyers urbains et dans une moindre mesure, semi-urbains du système de peuplement, qui sont généralement plus vitaux et plus fortement peuplés que les ruraux. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une demande de scolarisation dans leur secteur non satisfaite par les établissements publics, dans le cas de l'instruction obligatoire, en particulier pour la population de moins de 16 ans, qui assure leur efficacité, dans ce cas sociale et surtout économique. Ainsi, l'école publique, qui répond aux besoins réels de la population, d'où son caractère de ressource, ne peut être comprise comme une entreprise et le service qu'elle fournit ne peut être interprété d'un point de vue économique. Cette école est donc un service de couverture universelle qui atteint, selon les termes de Morale, 2007 page 140, les lieux que la rationalité économique d'une entreprise privée n'atteindrait jamais. Le débat est évidemment lié à la détermination du nombre minimum d'élèves potentiels à partir duquel, sur la base des principes de justice sociale et d'équité susmentionnés, il est possible de défendre la prestation de services d'éducation de base. Il n'y a pas de consensus à ce sujet, et chaque gouvernement régional prend ses décisions en fonction de la répartition de la population sur son territoire, des caractéristiques d'âge de celle-ci et des processus démographiques sous-jacents qui affectent le groupe humain, notamment ceux relatifs aux équilibres naturels et migratoires. Toutefois, il convient de souligner que les critères économiques et sociaux entrent généralement en conflit lorsqu'il s'agit de décider du lieu où sera assuré le service scolaire. Cette décision est influencée par le discours néolibéral de plus en plus répandu qui a affaibli le secteur public au cours de la dernière décennie, d'une part, et par les ajustements budgétaires entrepris à la suite de la crise économique de 2008, d'autre part. Le résultat a conduit à une réduction des dépenses des SPF, aussi bien en termes absolus que par habitant, ce dernier étant le plus pertinent en raison de son impact sur la qualité du service.
Paradoxalement, au plus fort de la crise, entre 2007 et 2013, la part des dépenses en SPF dans le PIB a augmenté, ce qui s'explique par le fait que le lien entre les deux variables est peu élastique et que la nécessité d'accomplir la mission de service est indépendante de l'évolution du PIB. Pérez, Cuccarella et Hernandez 2015 dressent une bonne radiographie des relations entre ces variables. Ainsi, on est passé de 6 933,3 € constants par habitant en 2013, qui ont été dépensés en 2009, à 6 547,3 en 2011 et à 6 340,2 en 2013. Les dépenses se redressent actuellement, mais elles restent inférieures à celles de 2009 et les différences régionales sont importantes, voire figure 3. Ainsi, tandis que les dépenses en SPF dans le Pays basque, la Principauté des Asturies et la Communauté forale de Navarre dépassent de 34 à 37% la moyenne espagnole, celles d'autres régions comme les îles Baléares, Ceuta et Melilla, la région de Murcie et les îles Canaries sont inférieures de 12 à 23% à la moyenne nationale. Figure 3. Dépenses par habitant en SPF par communauté autonome, 2013. Source. Réalisé sur la base de https://ga.http://1550609.pdf.3089838.1.812.58500069257. Dans le cas des services éducatifs, les dépenses publiques absolues, environ 30% de ceux destinés au SPF, ont augmenté progressivement du début du siècle jusqu'en 2009 et ont diminué depuis lors. Les conséquences ont été une augmentation du ratio élèves-enseignants et une réduction du nombre d'enseignants en poste. Toutefois, leur part en pourcentage du PIB a moins changé, environ 4%, bien que plus élevée en Andalousie, Estrémadure, dans la région de Murcie et dans la Principauté des Asturies, qui ont toutes des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne, et plus faibles dans la Communauté de Madrid, en Catalogne, Castille-La Manche et dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla. Cela montre que la prestation de ce service dépend moins des revenus du territoire que d'autres facteurs tels que la structure démographique et la sensibilité de chaque gouvernement régional à l'égard du secteur public. Plus de 90% des dépenses publiques sont effectuées par les communautés autonomes, et par conséquent, le volume des dépenses absolues, ce qui implique en théorie plus d'établissements, plus d'unités et plus d'enseignants, est supérieur dans celles qui sont les plus peuplées. Par habitant, 914,9 € en moyenne en 2013, le Pays basque et la Communauté forale de Navarre sont celles qui enregistrent les dépenses les plus élevées, et la Communauté de Madrid et les îles Baléares sont celles qui présentent les valeurs les plus faibles. Les différences entre l'une et l'autre atteignent 55 points de pourcentage. Le faible parallélisme entre les dépenses absolues et les dépenses par habitant, dans les régions ayant des chiffres de population similaires, est un exemple de la relation non linéaire entre les éléments du capital territorial. L'article 31 de la Constitution espagnole stipule que les dépenses publiques doivent faire l'objet d'une répartition équitable des ressources publiques, et que leur programmation et leur exécution doivent répondre à des critères d'efficacité et d'économie. Il s'ensuit que bien que l'éducation soit un droit fondamental et que les autorités publiques soient tenues de garantir la prestation de ce service, cela ne peut pas se faire dans toutes les circonstances territoriales. Le critère d'efficacité se réfère au fait que les objectifs du service doivent être atteints avec le minimum de ressources financières possible. Le critère d'économie, quant à lui, renvoie à l'obligation de ne pas perturber l'équilibre entre les ressources budgétaires disponibles et les coûts liés à la prestation de services dans une zone, en d'autres termes, d'éviter que l'allocation de ressources publiques pour financer les services à la population ne génère des déséquilibres entre certains territoires et ou ne conduise à des inégalités en générant des économies d'échelle dérivées du déséquilibre dans les relations entre la dotation, la demande, les coûts de maintenance et l'accès aux services. Ces relations sont toujours en équilibre instable, ce qui oblige à des ajustements permanents entre ces éléments. Ce qui précède ne peut faire abstraction du fait que les communautés autonomes ne sont pas des compartiments étanches en Espagne,
car les transferts de l'État contribuent au financement des SPF dans les régions qui sont déficitaires en raison de rentrées fiscales insuffisantes. En résumé, premièrement, l'application de ces principes est toujours laxiste, car les politiques pratiquées par les pouvoirs publics dépendent non seulement des ressources financières disponibles, mais aussi, comme on l'a souligné, les préférences des gouvernements conditionnent également le niveau et la qualité des services fournis. Deuxièmement, ces principes doivent être adaptés aux caractéristiques de la population de chaque territoire, ce qui a une influence significative sur la distribution des services éducatifs. Troisièmement, cette répartition doit aspirer à la durabilité dans le temps, tant du point de vue de la demande sociale que de celui des possibilités d'accès des citoyens aux lieux où ces services sont fournis et des ressources disponibles pour faire face aux coûts de fonctionnement. Quatrièmement, à ce stade, nous défendons l'idée que ce qui n'est pas économiquement viable à long terme cesse d'être socialement viable à moyen terme. La dimension territoriale de l'école. Selon les informations fournies par le Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019b, pour la période 2016 à 2017, les principales caractéristiques de l'école espagnole sont les suivantes. Elle compte 4 757 626 élèves scolarisés, 461 391 en premier cycle D'. Éducation de la petite enfance, EI, 1 318 986 en deuxième cycle et 2 941 363 en enseignement primaire, EP, avec une répartition territoriale déséquilibrée tant au niveau des communautés autonomes que des provinces et des municipalités. Cela nous amène à penser que les besoins en matière de scolarisation ne sont pas uniformes sur tout le territoire, et que, par conséquent, les dotations scolaires sont hétérogènes. La plupart des élèves sont inscrits dans des établissements publics, 66,6% en deuxième cycle de I et 66,7% en EP. La proportion d'élèves étrangers est de 8,2% en EI et de 8,7% en EP et en éducation spécialisée. Le corps enseignant est composé de 688 466 enseignants, avec 54 530 dans les établissements de I, 228 492 dans les établissements d'EP et 67 109 dans les CPI d'EP et d'enseignement secondaire obligatoire, ESO. Il s'agit principalement de femmes. Le nombre moyen d'élèves enseignants en équivalent temps plein est de 9,3 en EI, 8,8 dans les établissements publics et de 13,1 en EP, même ratio dans le public et le privé. Il existe 28 088 établissements, 9 729 proposent le premier cycle de I, 14 169 le deuxième cycle de I, 13 887 l'EP et 1900 autres l'éducation spécialisée. Évidemment, beaucoup combinent deux ou plusieurs de ces niveaux. Les élèves sont répartis parmi un total de 35 852 unités de premier cycle de I, 63 080 de deuxième cycle de I, dont 16 322 sont privés sous contrat, 157 des deux cycles de I, 131 977 d'EP, dont 33 282 sont privés sous contrat, 1362 I et D'. EP ensemble et 6 456 d'éducation spécialisée, dont 2377 sont privés sous contrat. Le rapport élève-unité est de 18,2 en EI, 21,9 en EP et 5,5 en éducation spécialisée. Le taux de scolarisation est de 96,2% à l'âge de 3 ans, et de près de 100% entre 6 et 11 ans. L'espérance de scolarisation moyenne est de 18,7 ans pour les enfants de 5 ans, 19 ans pour les femmes et 18,3 ans pour les hommes. Le taux de réussite est de 86,1% à l'âge de 12 ans. Le pourcentage de redoublement se situe entre 2,1 et 4,3% dans l'EP. 82,3% des élèves étudient une langue étrangère dans l'EI et 100% dans l'EP. Sur ce pourcentage, 33,4% reçoivent l'enseignement dans des disciplines matières autres que la langue étrangère dans une langue étrangère, dans les deux cas principalement en anglais. La dépense moyenne par étudiant est de 4 642 € en EI et 4 889 en EP, soit un peu moins de 20% du PIB par habitant. La distribution spatiale de l'école reproduit le modèle de concentration urbaine de la population espagnole, voir figure 11, en général,
et de celles incluses dans les groupes d'âge scolaire en particulier. Nous allons maintenant porter notre attention sur les déséquilibres de cette répartition et sur les contrastes des caractéristiques qui définissent la structure de l'école. Voir tableau 1, page suivante. Tableau 1. Les établissements scolaires en Espagne, selon la taille des municipalités, en habitants. Source: réalisé à partir des données du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2019. Il y a 749 municipalités urbaines, 9,2% du total, avec 36 893 922 millions de personnes, soit 79,2% du total, et 19 134 établissements d'enseignement général, soit 68,2% du total, 6 142 I, 6 152 d'EP, 1534 d'EP et ESO et 426 autres d'enseignement spécialisé. D'autre part, il y a 5 864 municipalités rurales et 2 759 167 habitants, avec 3 698 établissements d'enseignement général, 0,6 établissements par municipalité, bien que le ratio passe à 1,8 dans les municipalités de 1001 à 2000 habitants, dont 1052 d'EI, 2108 d'EP et 274 d'EP et ESO. Ces chiffres révèlent que l'offre éducative dans les zones rurales est de préférence de base et n'atteint pas tous les niveaux de l'instruction obligatoire. Il y a un déficit évident d'établissements d'ESO et il en va de même pour le baccalauréat et la formation professionnelle, ni toutes les municipalités. Il convient de noter qu'un peu plus de la moitié seulement de celles qui appartiennent à cette catégorie ont une école dans un lieu proche du domicile des élèves. Le reste des établissements et de la population est situé dans des municipalités intermédiaires, également appelées municipalités urbaines, pour simplifier, en raison de leur taille, qui sont proches des municipalités rurales, mais capables de remplir des fonctions territoriales urbaines liées à la prestation de services publics et privés et à une action d'articulation du territoire environnant. Elles coïncident généralement avec les chefs-lieux de canton et les centres de marché. Du point de vue de la propriété, les établissements privés sont concentrés dans le milieu urbain, 8183 sur 9087. En revanche, dans les zones rurales, ils sont presque toutes publiques, seuls 130 sont privés, la plupart d'entre eux sont situés dans des zones proches de milieux urbains et ils s'alimentent principalement d'élèves attirés par la nature innovante et ou élitiste du projet éducatif de l'établissement. L'implantation rurale de ces établissements est liée à l'existence d'un environnement naturalisé et à une qualité environnementale élevée, offrant un espace disponible pour les infrastructures scolaires et une bonne accessibilité à la ville. Il s'agit d'établissements d'EI, 28,4% des totaux dans ce milieu, et en priorité, d'EP 57%. Sur le territoire intermédiaire, la présence d'établissements privés n'est pas non plus significative, bien que l'augmentation de la taille démographique des municipalités de cette catégorie entraîne une plus grande proportion d'établissements privés. Ce qui précède nous amène à conclure que ces établissements, qui nécessitent pour leur fonctionnement une masse critique très importante de population d'âge scolaire, compte tenu du fait que les publics existeront toujours en premier, sont très sélectifs en termes d'implantation spatiale. En réalité, bien qu'ils fournissent un service à composante sociale évidente, les infrastructures et les ressources utilisées étant de propriété privée, même dans le cas de l'existence d'accords avec l'administration de l'éducation nationale espagnole, ils doivent aspirer à une rentabilité économique qui garantisse leur survie. Le nombre d'élèves établissements augmente également en fonction de la taille démographique de la municipalité, ainsi que les ratios unités-établissement, enseignants-établissement, élèves-établissement et élèves-unités. Évidemment, pour justifier ce différentiel, il faut encore une fois tenir compte de la structure d'âge de la population et de la complexité de l'établissement mesuré en fonction des différents niveaux d'enseignement qu'il accueille, ce qui explique la taille moyenne plus importante des CPI en général et de celles de nature privée en particulier. D'autre part, les établissements d'EI sont toujours plus petits que les établissements d'EP et ont moins d'unités, en raison du plus grand nombre d'années que les enfants passent à l'établissement dans ces dernières. Du point de vue des dotations en enseignants, les différences selon la population de la municipalité ne sont pas aussi axiomatiques que dans les cas précédents,
sauf lorsqu'on compare les établissements publics et privés, puisque les dotations sont sensiblement inférieures dans les seconds. D'autre part, le rapport élève-unité exprime un différentiel plus évident, puisqu'il augmente avec la taille de la municipalité. Cette circonstance est logique, dans la mesure où plus le nombre de petites communes du système de peuplement est élevé et plus la zone qu'elles occupent est importante, plus la répartition des élèves dans l'espace sur le territoire est atomisée et légère. Les établissements de I disposent de beaucoup moins d'enseignants que les établissements de P, et le nombre d'étudiants unité est également plus faible. Comme dans d'autres cas précédents, il existe une corrélation élevée et positive entre le ratio d'enseignants et d'élèves unité, et le nombre de niveaux enseignés dans l'établissement. Il est évident que les établissements spécifiques d'éducation spécialisée, dans presque tous les cas d'implantation urbaine, constituent un microcosme particulier, puisque quelle que soit la taille de la municipalité, le profil de ses élèves justifie la petite taille des unités. En outre, il existe des différences dans ce rapport entre les établissements publics, qui sont généralement mieux équipés et accueillent des groupes plus petits, et les établissements privés. Figure 4. Caractéristiques structurelles et contextuelles des écoles et des établissements intégrés, année scolaire 2015 à 2016, en fonction du caractère rural, intermédiaire et ou urbain du territoire. Distribution en pourcentage sur une échelle logarithmique. Source: Ministério de Educación, Cultura y Deporte, 2019. Ainsi, on obtient un panorama dominé par la taille hétérogène de la municipalité, ou en d'autres termes, selon la catégorie territoriale à laquelle elle appartient, où se trouve l'établissement scolaire. L'inégalité, en considérant tous les établissements d'enseignement obligatoire non universitaires d'une part, et en différenciant les écoles et les CPI d'autre part, affecte leur répartition, celle des élèves, des unités scolaires et des enseignants, voir figure 4. En comparant les territoires urbains et ruraux, les premiers correspondent à une plus grande homogénéité en termes de valeur des variables mentionnées ci-dessus et montrent dans tous les cas une tendance vers une valeur log 10 égale 100. D'autre part, la diversité s'accroît dans le sens d'un milieu rural qui, même en tenant compte de la faiblesse d'avoir une petite masse d'élèves scolarisables, est suffisamment équipé en établissements scolaires, unités et enseignants, au moins en termes relatifs. Cependant, la figure 5 met à nouveau en évidence ce caractère éducatif de base des établissements scolaires ruraux, notamment en raison de la présence limitée des CPI. Ces établissements se déplacent vers l'environnement intermédiaire rural et urbain, qui présentent tous deux des conditions démographiques nettement meilleures, tant en termes de volume absolu de population qu'en termes de structure et de densité de population. Tableau 2. Statistiques du recensement continu au 1er janvier 2016. Âge des habitants par taille de commune. Source: élaboré à partir des données de l'Institut national de la statistique espagnole, 2019. Il est évident que la variable qui fonctionne comme le talon d'Achille de l'école rurale est l'existence d'un nombre réduit et très souvent décroissant d'enfants en âge de scolarité obligatoire, comme en témoigne la diminution de la structure par âge des 0 à 4 ans par rapport aux 10 à 14 ans et surtout aux 5 à 9 ans. Voir tableau 2. Ce processus affecte les trois catégories territoriales considérées, ce qui exprime, d'une part, que la baisse de la fécondité continue d'être active, et d'autre part que la contribution des enfants liée au flux d'immigration d'étrangers en âge de procréer ou de familles avec enfants, qui a été le processus qui a permis l'augmentation de la population entre 5 et 9 ans par rapport à celle des 10 à 14 ans pendant la majeure partie de la première décennie du XXIe siècle, a ralenti, voire est inversée. Cela a un impact direct sur le nombre d'enfants éligibles à la scolarisation, en particulier dans les régions où le taux de scolarisation des jeunes s'est le plus détérioré. Figure 5. Ratio entre les variables structurelles des établissements d'enseignement non universitaires, écoles et établissements intégrés, selon le caractère rural, intermédiaire et ou urbain du territoire. Moyenne du pays égale 100%. Source: Ministério de Educación, Cultura y Deporte, 2019. Si nous prenons en compte les relations entre les variables précédentes, voir figure 5, nous pouvons conclure que par élève, les écoles et les CPI ruraux sont plus petits, entre 30 et 36% de la valeur moyenne espagnole,
Et évidemment le nombre d'unités scolaires et d'enseignants par établissement est également plus faible. Cependant, contrairement à l'opinion la plus répandue, les différences en termes de nombre d'élèves unités et d'aide d'enseignants ne sont pas si importantes. Les valeurs rurales atteignent 60 à 65% de la moyenne espagnole, et en termes de ratio enseignant-unité, le différentiel n'atteint pas 10 points de pourcentage. Ainsi, il est certain que les écoles rurales ont tendance à avoir plus d'unités et d'enseignants que les écoles urbaines par rapport au nombre d'élèves inscrits. Le facteur qui justifie le différentiel est la répartition de la population dans l'espace et par conséquent, la densité de celle-ci. Mais on ne peut pas strictement parler de sureffectif d'enseignants dans les écoles rurales par rapport aux écoles urbaines. Cela dit, bien que l'économie d'échelle liée à l'effort de financement de l'école, il ne faut pas oublier que même une bonne partie des unités scolaires privées sont sous contrat, soit plus importantes dans les écoles urbaines que dans les écoles rurales. L'intérêt social, bien que toujours difficile à mesurer en termes économiques, rend souhaitable le maintien du modèle actuel d'école rurale. La zone urbaine correspond à une position intermédiaire. Par province et communauté autonome, les indicateurs de structure scolaire expriment également de profonds déséquilibres territoriaux. Nous pensons que les différences entre certaines provinces et d'autres sont liées au fait que leur caractère, selon la typologie de l'OCDE 1994, est principalement rural, lorsque plus de 50% de la population vit dans des communautés considérées comme rurales et que la densité de population est inférieure à 150 habitants km², intermédiaire, lorsque 15 à 50% de la population vit dans des communautés rurales ou lorsque, bien que ne dépassant pas 50%, il y a un foyer urbain de plus de 200 000 habitants où réside au moins 25% de la population totale, ou urbaine, ou moins de 15% de la population vit dans des communautés rurales ou lorsqu'il existe un foyer urbain de plus de 500 000 habitants qui abrite au moins 25% de la population totale. Ces catégories continuent essentiellement à refléter la répartition de la population dans le système de peuplement espagnol, plus dispersée et en petits foyers dans les provinces à prédominance rurale, et tendant à se concentrer en quelques grandes poches dans les provinces à prédominance urbaine. Voir figure 6. En effet, les municipalités de 25 000 à 100 000 habitants sont les plus importantes du système, tant par la population y résidant, 24,3% du total espagnol, que par le pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans par rapport au total, 16,3%, 108,5% de la valeur moyenne du pays, et par le moindre vieillissement, 16,1% de la population âgée de 65 ans et plus, 86,3% de la valeur moyenne de l'État. Figure 6. Contexte de l'éducation, variable démographique, année 2017. Source. Élaborée à partir des données de FIN 2019 et du Ministerio de Educación y Formación Profesional 2019. Les provinces urbaines représentent environ 14% du territoire, sur lequel vit plus de 40% de la population. Par ailleurs, dans les provinces à prédominance rurale, situées à l'intérieur de la péninsule, qui est le plus touché par le dépeuplement résultant des flux migratoires négatifs de la population en âge de procréer qui ont eu lieu entre les années 60 et 90 du siècle passé et du vieillissement ainsi que de la faible natalité qui en découle parmi la population restée sur le territoire, vivent moins de 30% de la population, bien qu'elle représente 46% du territoire. Il est évident que, bien qu'avec une intensité différente, les provinces urbaines ont été les destinataires de ces flux migratoires. Les caractéristiques structurelles de l'école dans les provinces à prédominance rurale sont similaires à celles déjà mentionnées pour les municipalités rurales, et il en va de même pour les provinces intermédiaires par rapport aux zones urbaines et pour les zones urbaines par rapport à l'environnement urbain. Voir figure 6. Figure 7. Indicateur de la structure de l'école à l'échelle provinciale, année scolaire 2016 à 17. Source. Élaborée à partir des données du Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019. Nous devons de nouveau utiliser les valeurs des indicateurs de structure et leur relation avec la distribution de la population, la taille démographique des centres de population, la distribution spatiale de la population, le pourcentage de la population d'âge scolaire, voire figure 7,
et la sensibilité des gouvernements régionaux aux besoins en matière d'éducation. Ce dernier aspect influence la participation de l'éducation dans les budgets régionaux. Un bon indicateur à cet égard, tel que cela est mentionné ci-dessus, est la moyenne des dépenses par élève, qui varie fortement d'une communauté autonome à l'autre, et fausse la corrélation automatique entre la population d'âge scolaire et les dotations scolaires. Tableau 3. L'école d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire et son contexte à l'échelle régionale, année scolaire 2016 à 2017. Source: élaborée à partir de la base des données du Ministerio de Educación y Formación Profesional 2019 et de l'INE 2019. Parallèlement, aucune relation significative n'est observée entre l'école et d'autres variables contextuelles telles que le revenu disponible brut, coefficient de corrélation de Pearson de 0,468, ou le produit intérieur brut, coefficient de corrélation de 0,497. Cela confirme que le service éducatif est fourni en Espagne dans des conditions qui dépendent peu des revenus du territoire. Cette affirmation doit toutefois être nuancée, car dans certaines communautés autonomes, leur richesse absolue les conduit à disposer d'une plus grande capacité financière. C'est également le cas des territoires foraux, ce qui permet d'améliorer le service éducatif grâce à de plus fortes dépenses par habitant. Voir tableau 3. L'adaptation de l'école aux zones dépeuplées. L'idée que la structure scolaire doit être adaptée aux caractéristiques du territoire et aux principes de répartition équitable, d'efficacité et d'économie des ressources publiques justifie l'adaptation vécue en Espagne par le modèle scolaire dans les zones à faible demande scolaire, normalement rurales. Dans ces zones, l'évolution des foyers qui composent leur système de peuplement a souvent conduit à une dévitalisation humaine, dépeuplement et fonctionnel, perte de tissu économique, et par conséquent à l'existence d'un faible dénombrement d'enfants en âge scolaire. L'adaptation ou la reconversion, osons le dire, s'est produite, dans certains cas, en fermant l'école et dans d'autres, en ajustant la taille du territoire qui sert de support et pourvoit l'établissement scolaire en élèves, ce qui représente un réaménagement de la dimension superficielle traditionnelle de l'influence de l'école et suppose l'activation d'un nouveau type d'établissement scolaire, le CRA. Ce dernier est l'héritier direct des écoles rurales traditionnelles. En d'autres termes, nous sommes passés d'un modèle d'école identifié à un établissement avec des classes regroupées par niveau, aulas graduada, incomplètes et ou unitaires, mais toujours situées dans une seule localité, à un autre où l'établissement est constitué d'un groupe de bâtiments d'enseignement, écoles, dispersés dans les centres de population situés sur un territoire qui dépasse l'échelle administrative municipale. Dans ce cas, les classes sont normalement unitaires, l'établissement scolaire qui constitue le regroupement est souvent incomplet, moins de 8 unités, et les ratios élèves et ou enseignants-classe et élèves-enseignants sont plus faibles que ceux observés habituellement dans un établissement complet. Il est devenu courant de dire de façon imagée que les couloirs de nombreuses écoles rurales sont les routes qui relient les bâtiments d'enseignement des communes formant le CRA, presque toujours plus de 2. Cet établissement porte des noms différents selon la communauté autonome à laquelle il appartient. Garcia 2015. CRA, Centros Rurales Agrupados, établissements ruraux regroupés, en Aragon, Asturie, Cantabrie, Castille-La Manche, Castille-et-León, Estrémadure, La Rioja et dans la communauté de Madrid, la communauté valencienne, la région de Murcie et la communauté forale de Navarre, CPR, Centro Público Rural, établissement public rural, en Andalousie, CER, Colectivo de Escuelas Rural, groupe des apostrophes. École rurale, dans les îles Canaries, ZER, Zona Escolar Rural, zone scolaire rurale, en Catalogne, et CPRA, Colegios Públicos Rurales Agrupados, école publique rurale groupée, en Galice. Quel que soit son nom spécifique, dans tous les cas, ce type d'établissement présente des caractéristiques communes. Des écoles dispersées sur un vaste territoire, séparées par une distance d'au moins 10 km et situées dans des centres de population comptant presque toujours moins de 500 habitants car au-dessus de ce chiffre, il est plus probable de trouver un modèle d'école d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire CEIP. Ces regroupements de classes-écoles sont le résultat d'une même philosophie politique, législative et sociale de base, visant à maximiser le principe général de garantir la présence de l'école dans le plus grand nombre possible de noyaux du système de peuplement. Cela découle du fait que l'école,
considéré comme étant un vecteur de développement durable, ABOS 2007, Escribano 2014, dans les localités où la taille de la population et ses caractéristiques démographiques, essentiellement une combinaison de survieillissement et de pénurie de population infantile, rendent l'existence d'un CEIP et ou d'un CPI impossible. Ces établissements, composés de plusieurs petites classes écoles de village, chacune ayant sa propre identité et située dans différentes municipalités, constituent une structure organisationnelle unique qui permet de fournir un service éducatif au niveau de l'enseignement d'EI et d'EP dans des contextes territoriaux faibles sur le plan démographique. Leur siège administratif est situé dans la ville la plus peuplée de toutes celles composant le CRA, qui n'est pas toujours la plus accessible depuis les différentes écoles. Ils disposent d'une seule équipe de direction et d'un seul conseil d'école, et leur conseil de classe est composé de tous les enseignants du CRA. En bref, nous pouvons affirmer que ce modèle, bien qu'il ait entraîné une réduction du nombre initial d'établissements, a permis de pérenniser le service scolaire dans de nombreuses régions de l'intérieur de la péninsule qui se vident de plus en plus de leur population. C'est également l'antithèse de l'établissement de concentration scolaire, Centro Comarcal, qui était très courant dans les années 70, dans le cadre de la loi espagnole générale sur l'éducation de 1970, et qui est un cas d'adaptation extrême entre l'obligation d'offrir aux familles un service d'éducation obligatoire et public dans un rayon maximum environ 30 km de leur résidence, ou 30 minutes en termes de temps de trajet, et le nombre insuffisant d'enfants permettant de maintenir des écoles regroupées par niveau et de préférence complète dans chaque lieu de concentration. Sans doute ce modèle est-il conçu à partir d'un despotisme éclairé qui reproduit une conception urbaniste de l'éducation, et qui est peu enclin à considérer les besoins sociaux de chaque territoire particulier. En résumé, la principale différence entre le CRA et l'établissement de concentration scolaire est que, dans le premier, ce sont les enseignants spécialisés qui se déplacent entre les écoles de l'établissement scolaire tandis que les enfants étudient là où ils vivent, alors que dans le second, ce sont les enfants qui se déplacent de leur lieu de résidence à celui de l'établissement. Les établissements de concentration scolaire et les CRA présentent des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages les plus importants des premiers, puisqu'il s'agit d'établissements accueillant un grand nombre d'élèves, on trouve la présence de bonnes infrastructures et d'équipements scolaires. En ce qui concerne les seconds, on peut noter que les enfants sont scolarisés dans le milieu socioculturel et environnemental auquel ils appartiennent. Quant aux inconvénients, les établissements de concentration scolaire contribuent à la séparation précoce entre l'espace de vie et l'espace de formation scolaire, tandis que dans les CRA, le nombre réduit d'élèves écoles d'âge divers peut conduire à des carences de socialisation chez les enfants d'une même tranche d'âge. Tout ce qui précède, dans le cas de territoires faiblement occupés et présentant des problèmes d'accessibilité interne, serait sans importance, si ce n'était pour les conséquences négatives découlant de l'absence d'établissement scolaire sur le lieu de résidence des familles ayant des enfants d'âge scolaire. Car comme cela a été souligné, l'école est un facteur de développement territorial en raison de sa capacité à influencer les processus et les dynamiques territoriales par le biais des réseaux reliant les composantes du territoire. Une réflexion sur ce phénomène est donc possible. Tout d'abord, cela ne peut être compris en termes absolus, et ce n'est pas tant la capacité de l'école à attirer de nouveaux habitants qui importe, à de notables exceptions près, liées au développement de projets pédagogiques innovants capables d'exporter un message capable de séduire, mais plutôt son potentiel à éviter l'émigration précoce des familles avec des enfants d'âge scolaire. Deuxièmement, l'école garantit une éducation qui constitue une condition nécessaire à la créativité et à l'innovation sociale, économique, technologique, culturelle, qui active l'esprit d'entreprise et par conséquent conduit au progrès et à l'augmentation locale du capital humain, social et économique. En bref, l'école joue le rôle de moteur du tissu humain sur le territoire au niveau local, d'où l'intérêt d'assurer sa présence même dans les cas où le taux d'élèves scolarisables est très faible. Cela dit, nous sommes fermement convaincus que l'école est une condition nécessaire au développement mais pas suffisante. Prenons le cas de l'Aragon comme exemple. Les CRA ont une forte présence sur son territoire rural en raison de la faiblesse d'un système de peuplement dans lequel la ville de Saragosse exerce une macrocéphalie importante,
Elle concentre bien plus de la moitié de la population aragonaise. Les villes de taille moyenne ayant la capacité de prioriser le territoire sont insuffisantes et où plus de 80% des centres de population ont moins de 1000 habitants et plus de 60% moins de 500. Les CRA sont constitués d'écoles dont les effectifs vont de quelques dizaines à 350 enfants au maximum. Bref, de petits établissements constitués d'écoles de village ne comptant pas plus d'une ou deux unités chacune. Il convient de noter leur forte présence dans tout l'Aragon, en particulier dans la province de Teruel, la plus faible en termes de population, ce qui garantit la proximité entre l'école et le lieu de résidence de la famille. Voir figure 8. Figure 8. Les CRA en Aragon. Source: élaborée à partir des données de l'IAEST 2019. Réflexion finale conclusive. Figure 9. Ratio de la population d'âge scolaire par rapport aux écoles au niveau provincial, année scolaire 2016 à 17. Source: élaborée à partir de la base des données du Ministerio de Educación y Formación Profesional 2019 et de l'INE 2019. L'institution scolaire forme un tissu vivant, structurel et fonctionnel lié au territoire auquel elle fournit le service et qui la pourvoit en élèves. Cette relation, en rapport avec son caractère de SPF, explique l'omniprésence de sa distribution spatiale. Au niveau provincial, la corrélation entre la population d'âge scolaire, une variable indépendante, et le nombre d'écoles, une variable dépendante, est de 0,986, voire figure 9, ce qui est donc très élevé et positif. Cette ubiquité est plus explicite dans les territoires plus faiblement peuplés, avec des foyers de population de petite taille, une population vieillissante et où la faiblesse du taux de fécondité, associée à l'existence d'un nombre presque toujours limité et décroissant de femmes en âge de procréer et au flux insuffisant d'immigrants, explique la pénurie d'enfants d'âge scolaire. Dans ces territoires, la viabilité de l'école, dans la mesure où elle a besoin d'une demande minimale d'élèves pour assurer sa survie, il n'est pas rare de trouver des classes multiniveaux de 5 élèves ou moins, est compromise à l'avenir. Figure 10. La taille démographique des municipalités espagnoles, année 2017. Source: élaborée à partir de la base de l'INE 2019. En réalité, l'évolution des écoles rurales est liée à celle de la population dans près de 50% des communes du pays, qui comptent toutes moins de 500 habitants à l'heure actuelle. Dans le même temps, dans celles de moins de 100 habitants situées pour la plupart dans le centre-nord du pays, voire figure 10, l'école a cessé d'être un service public actif. Les tendances actuelles indiquent que de plus en plus de municipalités seront incluses dans cette fourchette, de sorte que des ajustements dans la répartition spatiale et la taille des établissements en fonction du nombre d'élèves, d'enseignants et d'unités continueront d'exister à l'avenir. Seules celles de plus de 500 à 1000 habitants ne semblent pas rencontrer de difficultés sérieuses. Par conséquent, la capacité d'auto-régénération du groupe humain et le solde migratoire positif, lorsqu'ils existent, sont des facteurs qui ont un effet positif sur l'école. Cela dit, on ne peut ignorer l'élasticité de la relation entre la population d'âge scolaire et l'école, bien que toutes les composantes structurelles de l'école ne se comportent pas de la même manière. Du point de vue des dotations en enseignants et du nombre d'unités, l'élasticité ne connaît pas d'échelle temporelle ou spatiale, bien qu'elle ne soit pas une corrélation parfaite et positive, puisque le comportement de ces dimensions maintient une dépendance vis-à-vis des cycles économiques et des taux de variation du PIB capables d'influencer les dotations scolaires à travers les décisions budgétaires sur les dépenses par élève. Quant à la corrélation entre Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.